Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre neuvième séance intitulée Intégrer l'intelligence numérique dans l'élaboration des politiques. Je vais donc partager mon écran à ce que vous puissiez me suivre et on va donc faire de suite pour continuer les séances qu'on a débutées en début de semaine sur le rôle des médias sociaux en politique. Aujourd'hui, l'intelligence numérique dans l'élaboration des politiques. Et avant de se pencher sur cette thématique d'aujourd'hui, juste un petit rappel pour les exercices en ligne, notamment pour les modules 8 et 9. Veuillez bien aller sur notre Drive où vous trouverez l'exercice d'aujourd'hui pour rendre la semaine prochaine. Donc, une brève note de synthèse, 300 à 500 mots, juste sur les questions suivantes. Vous pouvez soit aborder les deux ou l'une des deux. Donc, notamment en ce qui concerne l'avenir de l'élaboration des politiques quant à l'intelligence numérique, comment vous envisagez l'évolution du rôle de l'intelligence numérique au cours des 10 prochaines années dans votre région ou pays, donc dans la Guinée, et quelles compétences et connaissances les décideurs politiques devraient-ils ou elles développer pour intégrer efficacement l'intelligence numérique dans leur travail? Revenons donc ici aux cours et diapositives. Si vous avez des problèmes pour mettre votre travail en ligne, n'hésitez pas à me joindre soit sur WhatsApp, soit par un email. J'ai déjà vu qu'il y a quelques-unes d'entre vous qui ont du mal à mettre leurs travaux en ligne et on résoudra ça ensemble dans les jours à venir. Aucun problème là-dessus. Une petite revue, donc ce qu'on a vu mardi dernier, c'était les rôles des médias en politique et notamment une discussion sur l'impact des plateformes des médias sociaux sur les discours politiques et l'activisme et quelques notes ou considérations sur l'éthique entourant l'utilisation de ces médias sociaux en politique. Et j'aimerais donc vite revenir avant d'intégrer cette intelligence numérique dans l'élaboration des politiques. J'aimerais bien, avant qu'on s'y penche dessus, faire un rappel à une définition. Encore une fois, l'intelligence numérique, c'est l'analyse des données à grande échelle. Ça inclut également l'intelligence artificielle dont on a parlé assez beaucoup ces derniers temps. Et c'est aussi de penser, de songer aux technologies émergentes. Et dans tout cela, quel rôle dans cette collecte et l'analyse d'informations pertinentes, quel rôle a-t-on en tant qu'utilisateur et en tant qu'employeur de ces données et de ces outils, quelles considérations, non seulement politiques, mais aussi éthiques, doit-on faire face? Et c'est vrai que l'importance de l'intelligence numérique est incontournable vu qu'il y a une précision accrue dans la prise de décision. Si on a plus de données, on arrive mieux à faire l'analyse et l'évaluation. On peut anticiper des tendances et des besoins en société et on peut bien évidemment améliorer la transparence et la responsabilité ainsi que la participation à une plus grande échelle. Bien évidemment, on avait aussi discuté des risques, les dangers, les problèmes et des défis. Donc, il ne faut pas les non plus oublier. Et j'aimerais donc ici souligner que l'objectif aujourd'hui de cette présentation, c'est un peu explorer, examiner les stratégies pour intégrer cette intelligence numérique dans vos besoins politiques et examiner quelques exemples clés
et notamment concret afin de discuter quelques initiatives euh, qui ont été succès ou qui ont eu un succès ou qui étaient réussites. Euh, Avant cela, je vous invite par contre à faire une petite réflexion initiale sur une ou deux petites questions face à l'intelligence numérique et son élaboration dans les politiques. Premièrement, comment pensez-vous que l'intégration de l'intelligence numérique change la manière dont les politiques sont formulées et mises en œuvre dans votre contexte local? Et deuxièmement, quels sont les avantages et les inconvénients potentiels de se fier fortement aux données et aux algorithmes pour la prise de décision en matière de politique publique? Donc, ça, c'est quelque chose que je vous invite à réfléchir ou songer dessus. Donc, on pourra notamment reparler mardi pendant la prochaine séance, mais en ce moment, passons donc aux stratégies pour intégrer l'intelligence numérique. Et ici, j'aimerais bien regarder donc deux choses ou deux points clés. C'est donc la collecte et l'analyse des données. Donc, si on a des données quantitatives, donc les mégadonnées ou le big data, comme on dit en anglais, c'est devenu important pour identifier des tendances et des corrélations. Ce recours à l'intelligence artificielle euh, peut améliorer donc une automatisation des analyses et on a donc aussi des vastes donc, infrastructures de cybersécurité et de données qui sont très, très importants au point de vue politique. Et on verra ça à travers des exemples. On prendra un exemple dans le secteur de l'agriculture, un autre dans l'urbanisme et un troisième aussi sur donc, la santé publique, on en a parlé aussi dernièrement. Et comme j'aimerais bien aussi rappeler ici, pour intégrer donc cette intelligence numérique, faut aussi songer à une collaboration interdisciplinaire. On en a parlé tout au début du cours. Donc c'est notamment important parce que les experts de technologie se mêlent ici avec les sciences sociales et bien évidemment des questions d'ordre éthique ou philosophique. On en fait partie et donc du coup, il faut vraiment renforcer les partenariats aussi dans le secteur privé, comme on a dit, les grandes entreprises, peu importe si c'est des entreprises technologiques, bien évidemment, mais autres également. Et donc le gouvernement ou les autorités régionales, nationales et locales devraient faire partie lorsqu'on songe à mieux intégrer donc ces données-là pour faire des politiques publiques qui servent à un plus grand public notamment. Donc, deuxièmement, j'aimerais bien dire trois petits mots sur donc l'intégration, notamment dans la formulation. Donc, le stade où on a une réflexion, où on est on est en train de créer ou d'examiner une stratégie avant de la mettre en place, avant l'implémentation de la politique. Et donc, cette politique devrait être basée sur des données. Un exemple, on peut utiliser donc des modèles prédictifs pour anticiper les crises économiques. C'est aussi bien dans le domaine, par exemple, du climat. Si on arrive à mieux à comprendre et à anticiper un désastre qui est lié à l'environnement ou au climat, comme par exemple une sécheresse ou des inondations, on peut alerter
les concitoyens, les populations locales. Mais pour cela, il faut de la technologie, il faut investir, il faut avoir de la technologie qui est mise en place pour justement pouvoir créer et faire marcher ces modèles. Cas pratique ici, c'est l'adaptation de l'intelligence numérique dans la planification urbaine pour optimiser les transports publics. Et on sait très bien que, par exemple, à Conakry, dans votre capitale, on a juste une artère principale, donc une route principale pour toute la ville et les embouteillages sont graves. Si on se bouge pendant les heures creuses, ça va encore, mais si on est en pleine émergence, lorsque la journée de travail vient de débuter, on se trouve souvent bloqué dans un embouteillage. Et donc ici, la ville, si elle savait mieux investir dans une infrastructure qui permet aux automobilistes d'éviter certaines artères ou utiliser d'autres, ça pourrait donc déjà améliorer les choses en ville. Ensuite, il y a cette modélisation des scénarios. On a des logiciels où on peut donc simuler les impacts potentiels de différentes options politiques, c'est-à-dire si quelqu'un aimerait faire ou mettre en place une politique de commerce ou par exemple aimerait bien créer une couverture sociale plus avancée, grâce à cette intelligence numérique, on arrive à créer des modèles qui peuvent nous servir au moins à mieux évaluer. Je ne veux pas dire qu'on arrive à parfaitement résoudre tout problème, mais comme je vous ai dit la semaine dernière, dans les forums de négociation au niveau international, au plan international, lorsqu'il y a une négociation bilatérale ou multilatérale, les experts des intelligences artificielles ont déjà intégré des modèles où on trouve un dénominateur commun entre plusieurs parties qui peut donc plus rapidement mener à des solutions au lieu d'avoir des négociations très étendues et longues. Et ici, le cas que j'aimerais bien évoquer, c'est donc l'utilisation des simulations climatiques pour élaborer les politiques environnementales. Et comment mettons donc en œuvre ces politiques éclairées par l'intelligence numérique? Euh, il y a un suivi et une évaluation en temps réel. Si on regarde par exemple les technologies qui sont en place pour surveiller en temps réel une évolution, un développement politique, ça peut donc aider à plus rapidement ajuster en fonction des retours des données qu'on a sur place dans un centre de traitement de données. Et si on regarde par exemple la crise du Covid, elle nous a fortement aidé lorsqu'on avait un système en place. L'importance, c'est d'avoir le système de surveillance en temps réel et en permanence en place. Et euh, comme on venait de dire, il y a deux choses clés qu'on doit retenir ici. Ça ne marche que si les citoyens s'engagent de leur part. Donc, c'est-à-dire si les citoyens utilisent par exemple leur portable pour transmettre leurs données à une centrale, comme par exemple le gouvernement ou une agence de santé publique, ces données peuvent être traitées et c'est un peu comme la carte des embouteillages. Si vous prenez une carte Google ou Waze ou autre, c'est grâce aux données des automobilistes, et il y en a des milliers,
qui les partagent, on arrive à des algorithmes et des modèles qui sont assez bien pour justement anticiper un problème et donc pour ceux qui sont responsables d'implémenter une politique de santé publique, par exemple dans le cas du COVID-19, on peut rapidement faire un pistage ou dépistage, donc où par exemple il y a eu un dernier cas et comment isoler donc la communauté autour de cet incident. Et cela est vrai aussi pour toute question d'ordre de trafic. Et donc ici, cela, donc encore une fois, à l'encontre de la santé publique. Mais bien évidemment, il y a des défis et des considérations éthiques qu'il faut en tenir compte. La vie privée et la protection des données privées est forcément l'alpha et l'oméga, surtout de beaucoup d'associations des droits de l'homme. Et il y a des risques, bien évidemment, liés lorsqu'on collecte des données massives. Donc, ces mégadonnées, bien évidemment, sont un trésor pour tout le monde qui veut en abuser et qui a la capacité d'accéder donc à ces données. Et donc, il faut des régulations strictes pour justement protéger les citoyens. Et il y a beaucoup de comités au plan international, mais aussi au sein de tout gouvernement qui est en train d'élaborer une stratégie sur l'intelligence numérique. Bien évidemment, on en a parlé déjà il y a quelques semaines, qu'il y a un biaisé des algorithmes, c'est-à-dire euh, toute personne qui est en train de mettre un algorithme au service d'un modèle, le problème, c'est véritablement quelles sont les données, quel est le contexte dans lequel on crée cet algorithme. Donc, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit large et ne voit pas l'intérêt à créer quelque chose d'intégral, d'holistique et donc interdisciplinaire, c'est très vite un piège pour justement défavoriser certaines couches de population et donc certains groupes sociaux peuvent tomber victimes donc d'un algorithme qui peut à l'égard d'eux être injuste ou ne pas les intégrer. Donc, l'élaboration et le calcul des algorithmes doit être fait avec une très haute considération des diversités et des besoins des populations au sein une population nationale, régionale ou locale. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème, par exemple, quant à l'accès, est-il équitable? Et souvent, je dirais que ce n'est pas le cas, même si l'Afrique, par exemple, a pu rattraper technologiquement un recul face aux pays de l'Ouest ou de l'hémisphère nord. Euh, et vous savez très bien les exemples que l'avancée donc de la technologie des portables a mené à, par exemple, des paiements de factures d'électricité ou d'eau à travers des textos ou des SMS et à travers donc les portables au lieu d'avoir donc un ordinateur branché sur une ligne ADSL. Et le problème, ce que disent certains analystes à l'heure actuelle, c'est que pour faire véritablement développer le secteur de l'intelligence numérique et l'intelligence artificielle euh, au sein de la société, on a besoin des traitements rapides. Et donc, pour avoir un
technologie qui permet un traitement rapide, il faut la fibre optique et malheureusement beaucoup de pays en Afrique et en voie d'émergence euh, n'ont pas cette infrastructure et certains analystes ont donc souligné qu'il peut avoir encore un fossé entre donc l'hémisphère nord et l'hémisphère sud dans les années et décennies à venir. Et j'aimerais donc me pencher ici sur certains exemples clés qui nous aideront mieux à comprendre où et quelle est l'importance et dans quel secteur nous devrons focaliser notre attention. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça sera dans l'urbanisme, deuxièmement en politique agricole et troisièmement en santé publique. Commençons donc par la gouvernance urbaine et ici, encore une fois, ça sera bien de vraiment se pencher sur un exemple des villes intelligentes. Qu'est-ce qu'on entend par cela? C'est donc une ville ou donc une municipalité qui utilise les technologies avancées, comme par exemple l'Internet des objets, IoT, pour justement optimiser la gestion des services publics. Des capteurs, par exemple, sont installés dans toute la ville pour collecter les données en temps réel sur divers aspects, tels que le trafic, la qualité de l'air, la gestion des déchets, ou encore l'éclairage public. Donc ça, c'est quelques exemples. Et ces données-là sont donc mises ensuite à une analyse à l'aide d'un système d'intelligence artificielle pour prendre des décisions éclairées concernant non seulement l'infrastructure urbaine, mais aussi les services publics dans ce domaine. Par exemple, les systèmes de gestion de trafic peuvent ajuster les feux de signalisation en temps réel pour réduire les embouteillages. L'impact que vous voyez ici sur votre diapositive, c'est donc l'amélioration de la qualité de vie. Les citoyens donc bénéficient des services publics plus efficaces, comme les trajets réduits pour aller au travail, une meilleure gestion des déchets et encore une amélioration de l'air en niveau urbain. Et l'efficacité des services même est donc en jeu. L'utilisation des données en temps réel permet aux municipalités de réagir rapidement à des incendies et, euh, et donc peuvent gérer mieux donc les ressources et donc traduire donc toutes les économies de la ville pour donc aussi une réduction de l'empreinte écologique. Et donc ça, c'est la question ou l'aspect de la gouvernance urbaine. Passons donc à la politique agricole ensuite. Ici, dans le domaine de l'agriculture, l'intégration des prévisions climatiques ainsi que des données météorologiques dans les politiques agricoles est devenue clé et des plateformes numériques collectent et analysent ces données et cela se fait à une très grande échelle pour fournir aux agriculteurs donc des informations précises sur les conditions météorologiques à venir pour prendre justement des décisions qui vont à l'égard de cette prédiction. Et par exemple, on peut aider à déterminer le meilleur moment pour planter et récolter des cultures ou pour appliquer des traitements spécifiques afin de maximiser les rendements et minimiser les pertes dues aux conditions météorologiques défavorables. Donc, c'est une réduction, comme vous voyez ici, des risques climatiques et on a donc aussi une augmentation de la résilience de la productivité. Bien évidemment, le grand problème qu'on est confronté ici, auquel on est confronté, c'est véritablement
une culture, une pratique qui n'est pas forcément basée au niveau local sur la technologie. Donc, on a un grand travail à faire pour que les gens intègrent justement leur technologie comme les portables euh, face à ça. Et comme je vous ai dit, le problème des capteurs est essentiel. Si on n'a que des capteurs tous les 300 km ou à une centaine de kilomètres, au lieu de les avoir sur une surface beaucoup plus restreinte ou beaucoup plus fréquente, euh, la collecte des données peut être biaisée. Et cette collecte de données peut donc pas forcément servir à quelques populations locales si les capteurs pour une station météorologique, par exemple, sont trop loin et ne peuvent pas faire cette prédiction au niveau local. Euh, donc ça, c'est sur le plan agricole. Et le dernier exemple que j'aimerais bien évoquer ici, c'est la santé publique et la surveillance numérique. Ici, cette surveillance numérique sont de plus en plus utilisées pour suivre et anticiper la propagation des maladies. Ces systèmes de collecte, comme on venait de dire, ont des sources diverses tels que les réseaux sociaux, les rapports de santé publique ou encore un système de surveillance au sein des hôpitaux pour justement détecter les premiers signes d'épidémie. Et grâce à l'intelligence artificielle, ces données sont analysées à temps réel et sont centralisées pour justement détecter des anomalies et aider les autorités publiques à répondre de manière rapide et détecter des symptômes spécifiques qui pourraient être une cloche d'alarme ou un signal d'alarme pour éviter une épidémie. Cette réponse peut être rapide et ciblée, comme vous voyez ici, et ça mène aussi à une meilleure allocation des ressources. Donc, on arrive mieux à gérer l'impact d'une crise, soit-elle d'ordre de santé publique ou par exemple comme le Covid-19, cette pandémie qu'on a tous confrontée il y a quelques années. Mais comme vous le savez, deux choses s'apprêtent encore une fois ici. Cela veut dire qu'on a la technologie mise en place. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir un réseau d'hôpital qui est connecté à une agence clé, par exemple comme le ministère de Santé publique ou un autre organe qui travaille pour le ministère de la Santé publique pour justement transférer ces données et faire l'analyse. Si on n'a pas ce réseau en place, on a beau et bien à vouloir surveiller avec un manque de données, on n'arrive pas à faire cette analyse. Et encore une fois, l'enjeu de la population, les gens doivent partager leurs données, mais ça revient encore une fois à notre problème d'ordre éthique, c'est-à-dire les données privées, comment sont-elles traitées et est-ce qu'ils sont protégés en fin de compte ou est-ce que ça peut poser aussi des problèmes au point de vue protection de la vie privée et les droits de chaque patient ou chaque citoyen. En conclusion, j'aimerais dire deux, trois petites choses. On a vu, et j'aimerais bien encore une fois ici souligner que on a une importance croissante de l'intelligence numérique au sein des politiques publiques. Et comme je vous ai dit, l'alpha et l'oméga, c'est l'élaboration des stratégies afin d'implémenter un plan sur le niveau local, national, régional, peu importe. Il faut avant tout avoir une analyse quasi complète. C'est-à-dire, on doit avoir suffisamment de mégadonnées pour faire une évaluation
qui tient la route. Et donc, justement, si on a cela, on peut élaborer une stratégie et donc, en fin de compte, l'implémenter au sein d'une population locale, régionale ou même nationale. Et les exemples que je vous viens de montrer euh, démontrent l'impact positif que l'intelligence numérique peut avoir sur les défis qu'on a en politique, mais forcément, comme je viens de le souligner, sur notamment les questions de la vie privée, mais aussi d'autres en ce qui concerne un processus, un développement équitable, vu que l'émergence de ces technologies s'est notamment fait, encore une fois, dans l'hémisphère nord et que l'infrastructure dans beaucoup de pays en voie d'émergence n'est pas prête pour justement faire de sorte à ce qu'on puisse véritablement implémenter des stratégies qui sont ou qui rendent donc la vie publique et les politiques publiques plus efficaces et au service des citoyens. Et à la fin, je vous invite donc à une petite discussion et quelques questions donc sur nos cas pratiques. La première question que je vous pose ici, c'est lesquels des exemples qu'on vient de discuter, c'était donc la gouvernance urbaine ou l'agriculture ainsi que la surveillance sanitaire, vous semblent avoir le plus de potentiel d'impact dans votre propre communauté et dites-moi pourquoi. Et deuxièmement, pourriez-vous partager des exemples locaux où l'intelligence numérique a été utilisée avec succès? On venait d'achever une petite discussion mardi dernier où on en a parlé un peu sur la e-gouvernance et donc la mise en place d'un système de traitement au sein du gouvernement et de la citoyenneté. Et donc, dites-moi ça avec succès ou sans succès lorsqu'on parle de l'élaboration des politiques publiques. Et avec cela, je vous souhaite encore une bonne journée et on se voit donc mardi à 15 heures, heure locale Conakry, avec notre prochaine séance. Au revoir.